Merci d'être venus si nombreux dans cette salle qui, à mon avis, n'a pas dû connaître telle affluence depuis un petit moment. Il y a de nombreux sièges, mais assez peu de places assises, comme vous avez pu le constater également. Voilà, donc essayez de vous installer confortablement. On va vous proposer ce soir, pour la 5e soirée de la semaine de la pop philosophie 2014, édition donc numéro 2, une expérience d'attention dont vous serez les cobayes, c'est-à-dire qu'une expérience dont vous pourrez sortir victorieux ou pas, ça dépendra uniquement de mon jugement. Une expérience dont voilà, vous découvrirez la teneur en cours de soirée. Deux petites précisions. Première précision, juste comme ça, les photos sont permises. Deuxième précision importante, il n'y aura pas de questions-réponses à la fin de cette intervention qui durera une 30aine de minutes. En revanche, évidemment, je serai tout à fait disponible pour discuter, poursuivre, entamer la discussion avec vous ensuite, après la fin de ce moment. Voilà, donc merci d'être là. Je voudrais encore remercier Jacques Serrano de son invitation et de cette suggestion à tenter cette expérience de la déperdition de l'attention avec vous. Et je commence sans davantage de bavardage. C'était le mois de décembre 1955. Dans le dernier numéro des Lettres Nouvelles, la revue littéraire que Maurice Nadeau et Maurice Saillet avaient fondée 2 ans auparavant, la chronique culturelle intitulée « Petite mythologie du mois », tenue par un certain Roland Barthes, s'ouvrait sur un article dont le titre était aussi sobre qu'évocateur, « Striptease ». Barthes tentait d'y comprendre ce qui faisait la spécificité et le succès du striptease parisien. Le fait que l'activité de dénudation qui était mise en scène aboutissait à son contraire, c'est-à-dire le fait qu'une femme qui se dénudait sur scène y finissait en réalité plus habillée à la fin qu'au début. À rebours de ce que l'on pouvait imaginer, le striptease n'avait pas pour dernier moment la révélation de la nudité de la femme et la manifestation de la puissance érotique que cette nudité pouvait susciter, mais bien sa dissimulation ou sa forclusion. Pour Barthes, le spectacle du striptease relevait de la conjuration d'une peur fondamentale. Il était le cérémonial par lequel on s'arrangeait pour dérober à la vue ce que l'on prétendait vouloir voir, mais qu'en réalité on ne voulait pas voir du tout. Le striptease était au sens propre un cache-sexe. Pour qu'il y eût autre chose que le spectacle rassurant de l'enlèvement progressif du déguisement de vêtements et son remplacement simultané par un autre déguisement, celui du naturel, il fallait que s'introduisît une forme de faiblesse, une forme d'amateurisme dont les professionnels, selon Barthes, étaient incapables. C'était à ce moment-là, le moment de la danse hésitante, du soutien-gorge qui refusait de se dégrafer, de la manifestation visible de la timidité, que soudain le caractère lisse du striptease pouvait se dissiper, et à nouveau, un peu d'érotisme enveloppait les gestes de la fille qui se dénudait. Mais il ne s'agissait que d'un érotisme accidentel, comme un parasite qui serait venu s'introduire dans la machinerie spectaculaire visant à l'annuler. Machinerie, ajoutait Barthes, qui n'était pas tant psychanalytique que politique ou sociale. L'apport que le striptease visait à conjurer était l'apport du désordre dont l'érotisme était porteur. Elle était l'apport de ce que l'érotisme put déborder des limites qui étaient les siennes, et de ce qu'en débordant ces limites, il manifesta combien elles étaient celles mêmes de la société bourgeoise. Pour Barthes, le striptease devait être compté au nombre des pratiques de domestication par lesquelles la société d'après-guerre prétendait affirmer les valeurs abstraites qui étaient les siennes, travail, mérite, santé, et à l'inverse rejeter dans le néant le réel des corps qu'il exposait. Le striptease n'était donc pas un spectacle comme les autres, il était l'incarnation de tout spectacle, en tant que le spectacle, comme le dira Guy Debord plus d'une décennie plus tard, était assomption du faux, assomption de la fausseté par laquelle la société du spectacle tentait de maintenir le réel à distance. Au moment où Barthes publia sa petite mythologie, le striptease français était en train de connaître une seconde naissance, suite aux innovations que Alain Bernardin, qui avait fondé le Crazy Horse Saloon en 1951, y avait apporté sur le modèle américain.
de cette seconde naissance, l'année 1955 représentait une forme d'apothéose. Non seulement la profession créa-t-elle cette année-là une éphémère académie du striptease, mais il fut décrété que les feuillages constituaient désormais le 9e art après la télévision. Vous savez que les choses ont changé, le 9e art désormais est un autre art, mais voilà, en 1955 on décrète que le striptease est le 9e art. Il est vrai que Bernardin avait introduit dans le striptease une sophistication nouvelle, une ambition artistique highbrow qui l'avait éloigné aussi bien de l'effeuillage propre au cabaret parisien des années folles que du burlesque, ce qu'on appelait burlesque, le burlesque de ses inspirateurs américains. C'était cette ambition-là, cette ambition artistique que Barthes trahit dans son texte, à savoir le désir de transcender une distinction canaille par le recours à une forme d'euphémisation esthétique basée sur le clair-obscur des éclairages et le caractère feutré des musiques jouées dans l'ombre. Lorsqu'il critiquait la dimension spectaculaire du striptease, c'était donc en réalité sa dimension artistique qu'il visait. La conjuration du réel de l'érotisme à laquelle procédaient les shows parisiens était la conjuration du donné par le construit, de l'authentique par le cosmétique, du vrai par l'artifice. Cela suffisait à différencier la critique de Barthes de celle formulée par d'autres intellectuels, qui ne voyaient dans le striptease qu'un dégoûtant exercice de gymnastique, n'aboutissant jamais, ainsi que le soutint par exemple Claude Mauriac 2 ans plus tard, donc en 1957, qu'au meurtre du désir. Là où Mauriac rêvait d'un art qui ressusciterait le désir que les stripteaseuses, selon lui, tuaient chaque soir, Barthes soutenait que c'était précisément cette prétention artistique qui signait l'effondrement de tout érotisme dans le spectacle rassurant du dénudement des girls. L'art était l'ennemi de l'érotisme, l'ennemi du désir, et seul son échec à se constituer comme art pouvait permettre, ainsi que c'était le cas chez les amatrices, que le désir fit retour, à l'instar du punctum percolant à travers les artifices trop bien rodés du studium spectaculaire. Mais quelles que fussent les différences qui les opposaient, il était curieux de constater que Barthes et Mauriac partageaient une nostalgie commune, celle d'une espèce d'authenticité qui serait la condition nécessaire de tout érotisme ou de tout désir, authenticité qui s'opposerait à l'inauthenticité du spectacle. Sans un moment d'authenticité, sans un moment de réel, le striptease tel que réinventé par Bernardin n'était qu'une rêverie mature, qu'une saloperie politique, qu'un attrape-nigo érotique dont le public ne pouvait être que celui de gogo épaté par les signes de l'art. Car c'était cela qui était insupportable à Barthes comme à Mauriac, que le striptease afficha les signes de l'art sans en être un, et que ces signes rendissent heureux ceux qui les consommaient sans savoir. Alors, en faisant du striptease une espèce de marqueur idéologique signalant la soumission des spectateurs aux valeurs et aux pratiques de la société bourgeoise française de son époque, Barthes n'oubliait toutefois pas qu'il ne s'agissait que d'un spectacle toléré. L'histoire moderne du striptease, telle qu'elle s'inaugura à la fin du XIXe siècle, est en effet l'histoire d'un long jeu de chat et de souris entre police, décideurs, entrepreneurs et stripteaseuses, histoire au cours de laquelle les interdictions furent bien plus fréquentes que les licences. Dès 1893, à Paris, quelques années seulement après que Édouard Marchand, le directeur artistique des Folies Bergères, eut inventé la revue moderne, le sénateur René Béranger, connu sous le surnom de Père la Pudeur, lança une première offensive contre les spectacles qu'il considérait comme licencieux. Sa cible était une fête organisée par un groupe d'étudiants, le Bal des Quatre Arts, dont la seconde édition s'était déroulée au Moulin Rouge, et s'était achevée par un cortège au cours duquel plusieurs jeunes femmes, d'ordinaire modèles pour artistes, avaient défilé quasi nues. Malgré qu'il admit l'infraction à l'article 330 du Code pénal instituant le délit d'outrage public à la pudeur, le ministère public fit preuve de clémence à l'égard des étudiants organisateurs qu'il se contenta de condamner à 100 francs d'amende. 15 ans plus tard, la Ligue contre la licence des rues, présidée par le même Béranger, intervint à nouveau pour tenter de faire arrêter les spectacles de tableaux vivants auxquels il était possible d'assister à l'Alhambra ou à l'Olympia, spectacle qui avait été inventé par Henriette de Séris en 1897 et qui était des spectacles de nuit mobile. Ce fut un nouvel échec. Mais le 27 juillet 1908, en revanche, la 9e chambre du tribunal correctionnel de la Seine
examina 3 affaires de spectacles de revue, dont un déshabillage au caractère saphique, appuyé aux fortes allusions toxicomanes, titré « Griserie d'éther », fit l'objet de condamnation. Le directeur du Little Palace, sur la scène duquel la scénette avait été représentée, fut condamné à 3 mois et 500 francs d'amende, tandis que les 2 effeuilleuses, les demoiselles Lepellet et Bouzon, reçurent 50 francs d'amende et 1 mois de prison avec sursis. L'argument retenu par la Cour était significatif. Le caractère condamnable du spectacle ne tenait pas tant à la nudité qui en constituait le terminus ad quem qu'à l'absence de dimension artistique dans sa mise en scène, laquelle était donc considérée n'avoir eu d'autre but que susciter la lascivité. L'histoire de la pudeur publique, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, était en effet l'histoire d'un questionnement sur la différence qui pouvait exister entre un spectacle offensant, la dite pudeur, et un spectacle dont, au contraire, le caractère offensant se trouvait rédimé par les signes d'une participation à un régime esthétique supérieur. Un demi-siècle avant Barthes ou Mauriac, les tribunaux de la République avaient déjà compris combien l'érotisme constitue une sorte d'antonyme à l'art. Là où il y a art, toute érotique disparaît, dans la mesure exacte où un corps représenté peut cesser d'être un corps et devenir pure image, pur système de signes. Mais alors que la jurisprudence entérina cette distinction en tant qu'incarnant une possibilité de transfiguration positive de l'effeuillage, Barthes ne pouvait pas s'empêcher de considérer une telle transfiguration comme son contraire, comme une tartufferie. L'euphémisation de la dimension sexuelle du striptease par le recours à l'art n'était pas une spécialité française. L'histoire américaine des spectacles de dénûment, je fais un petit détour par l'histoire parce que c'est une histoire qu'on ne connaît pas, c'est une histoire qui est assez intéressante, c'est une esquisse vraiment extrêmement élémentaire que je vous propose. Hein. Malheureusement, c'est une histoire qui est très riche, qui connaît de nombreux rebondissements, mais malheureusement, je suis obligé de faire un sketch. Donc l'euphémisation de la dimension sexuelle du striptease par le recours à l'art n'était pas qu'une spécialité française. L'histoire américaine des spectacles de dénudement était proche de celle qu'avaient connues les salles de music-hall de Paris. Aux États-Unis aussi, les propriétaires de salles de spectacle et leurs vedettes eurent fort affaire avec ceux qui prétendaient moraliser les créations qu'ils offraient au public, à l'instar du maire de New York, Fiorello LaGuardia, et du sénateur de l'État Samuel Seabury. À la fin des années 1930, en effet, le succès populaire de ce qui s'appelait alors burlesque, et les fortunes colossales qu'en tirèrent des promoteurs comme les frères Minsky, dont les théâtres couvraient un territoire s'étendant sur toute la côte Est, suscita même une véritable croisade. L'élément déclencheur en fut une invention venue de Chicago, et aussitôt adoptée par les effeuilleuses new-yorkaises, le G-string. Allusion à la corde de sol la plus grave et la plus épaisse du violon. Le G-string, une simple ficelle, très différente de notre string contemporain, n'est-ce pas, servant à maintenir en place la bande de tissu, ou les fanfreluches, dissimulant, recouvrant le pubis et les fesses. LaGuardia sauta sur ce prétexte pour tenter de rendre impossible la vie des effeuilleuses et de leurs employeurs et leur imposer des conditions de travail toujours plus exigeantes, jusqu'à aboutir à ce que Paul Moss, le commissaire chargé des licences des théâtres à New York, les leur retira, ainsi qu'il le fit aux frères Minsky dès 1937, puis à tous les autres théâtres de la ville en 1939. Il n'y a plus de striptease à New York après 1939. Il est vrai que depuis que Louis Minsky avait légué le National Winter Theatre à ses fils en 1914, ceux-ci avaient beaucoup contribué aux différentes transformations qu'avait connues cet art forain qu'était le burlesque. Le burlesque était un spectacle de foire, un spectacle qui ne contenait pas seulement de l'effeuillement, c'était une attraction, mais des spectacles de clowns, des spectacles musicaux, etc. etc., etc. Donc avec beaucoup, les frères Minsky avaient beaucoup contribué depuis 1914 aux différentes transformations qu'avait connues cet art forain qu'était le burlesque, précisément en plaçant de plus en plus les feuilleuses au centre des spectacles auxquels on pouvait assister dans leurs établissements. En 1917, ils inventèrent ainsi une longue avancée de scène, promise à un vaste succès, la rampe, par laquelle les feuilleuses pouvaient pénétrer depuis le fond du théâtre jusqu'au cœur de la salle afin d'y accomplir son numéro au milieu du public, à l'instar d'une demi-déesse en lévitation parmi les mortels. De même, quelques années plus tard, en 1931, lorsque Billy Minsky engagea sa nouvelle star, la flamboyante Gypsy Rose Lee, il adopta sur le champ le mot valise que les agents de l'effeuilleuse, Michael Goldry et G. Alabama Florida,
ça pue le pseudo à planer, ça, créèrent pour désigner ces prestations précisément le mot de striptease, c'est-à-dire le déshabillage, l'enlèvement, l'arrachage, agacement, et irritation au sens d'irritation nerveuse, donc le déshabillage, agacement. Soudain, avec ce nouveau mot, la dimension potache du burlesque se trouvait augmentée d'une signification supplémentaire dont le rire et l'amusement ne constituaient plus le dernier mot, même s'il continuait d'y participer. Une signification qui était celle d'une forme exaspérée d'excitation. C'est ça l'agacement. C'était cela qui finit par pousser LaGuardia et Seabury à lancer leur croisade, appuyée par la Cour suprême des États-Unis qui la confirma en 1942 avant qu'elle ne s'étendît dans la presque totalité du pays, obligeant la plupart des établissements de spectacle burlesque à fermer ou à se reconvertir. Bien sûr, comme pour la prohibition de l'alcool, de manière prévisible, la croisade de LaGuardia et Seabury n'aboutit pas à une élévation de la qualité des spectacles, qualité artistique, des spectacles de burlesque auxquels s'intégrait le striptease, mais à leur lente désagrégation et à leur relégation progressive dans les nightclubs des quartiers chauds. À l'époque où les frères Minsky se trouvaient au sommet de leur fortune, le striptease, même s'il était devenu le clou des spectacles de burlesque et même s'il s'était fait de plus en plus osé, continuait à être représenté sur cette espèce d'intouchable empirée qu'était la scène, la rampe. Mais avec la fermeture des théâtres de burlesque, ou pour ceux qui pouvaient se le permettre, leur reconversion en théâtre de music hall, d'un standing plus élevé donc, le striptease quitta les vastes scènes surélevées pour descendre au cœur même du public des boîtes de nuit. Le showbar, par exemple, qui se trouve encore d'ailleurs dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, était typique du nouvel espace dans lequel le striptease dut se reconfigurer et réinventer le double art du déshabillage et de l'agacement du strip et du tease, une fois les spectateurs à portée de la main. Il s'agissait d'une sorte de café-concert ou de jazz-club sombre et exigu dans lequel les stripteaseuses ne disposaient que d'une toute petite scène autour de laquelle les clients pouvaient s'asseoir avec leurs verres comme s'il s'était agi d'un zinc de bar. Vous avez tous vu ça au cinéma. Cette descente du striptease dans les nightclubs fut à l'origine de son éloignement progressif des standards artistiques du burlesque, jusqu'à ouvrir la voie aux topless bars et aux go-go girls au milieu des années 1960, puis au table dance et lap dance individuels dans les années 1990. À l'esthétique de la distance qui avait été celle des théâtres de burlesque et des salles de music hall, les nightclubs avaient substitué une esthétique de la proximité asymptotique, dont la limite tendait toujours davantage vers le zéro sans jamais l'atteindre. L'enjeu du striptease était désormais de fournir aux spectateurs une illusion de proximité, de disponibilité, qui était pourtant niée dans le moment même de son affirmation, suivant un jeu de oui et de non, qui pouvait rappeler ce que Georg Simmel avait écrit à propos de la coquette. Peut-être même pouvait-on dire que ce que Simmel appelait coquetterie pouvait ou devait être traduit dans le domaine du striptease par le mot d'agacement qui en constituait la moitié, une moitié donc de plus en plus importante et de plus en plus radicale. La théorie de la coquetterie de Simmel couvrait une grande partie de sa carrière intellectuelle, ses grandes obsessions si j'ose dire. Depuis les méditations de jeunesse recueillies en 1890 dans Psychologie des femmes, jusqu'aux réflexions de la maturité présentées en 2 livraisons dans Der Tag, les 11 et 12 mai 1909, sous le titre Psychologie der Coquetterie. Pas besoin de vous traduire ça, j'imagine. Pour Simmel, il y avait dans la coquetterie quelque chose comme le trait distinctif d'une civilisation qui avait réussi à se hausser au-dessus de la simple sexualité pour y substituer un jeu symbolique relevant davantage d'une espèce d'exaspération cérébrale. Je le cite, « L'essence de la coquetterie me semble résider, pour ce qui est de son effet sur l'homme, dans un mélange de consentir et de non consentir. Le spécifique entier de son charme tient moins au fait qu'elle est promesse d'un plaisir qu'au fait qu'elle est promesse d'un plaisir. » Fin de citation. Ce qui fait la spécificité de la coquetterie, ce n'est pas qu'elle est le véhicule d'une séduction devant aboutir à une relation sexuelle, mais au contraire, d'une séduction basée sur le fait qu'elle n'y aboutisse pas, quoi qu'il s'agisse de faire comme si. La coquetterie est l'assomption de la théâtralité fondamentale de la séduction, de sa dimension de pur jeu, ainsi que l'acceptation que de ce jeu, l'homme n'est pas le maître, ni même l'acteur, mais le simple spectateur passif, la simple victime volontaire, toujours privée de récompense. Pourtant, expliquait Simmel, c'est précisément cette privation, cet agacement
que l'homme recherche dans le contact avec la coquette. C'est lui qui constitue le plaisir déjà sexuel de la rencontre avec celle qui se soustraira toujours à l'offrande du plaisir sexuel. Le paradoxe de la coquetterie est le paradoxe de la sexualisation du non-sexuel, une sexualisation reposant tout entière sur la simple possibilité, pourtant déniée par principe, que le refus du sexuel soit en réalité le premier moment de son acceptation. Mais dans son article de 1909, Simmel allait plus loin et comparait le jeu de la coquette, la théâtralisation de l'acceptation et du refus dont elle était l'actrice et la metteuse en scène, à ce qui, selon Kant, était l'essence de l'art, à savoir une finalité sans fin. Je cite à nouveau Simmel, « La coquette agit de manière tout à fait finalisée, mais la fin vers laquelle ce procédé devrait tendre dans la série de la réalité, elle la refuse. Elle la dilue dans le pur bonheur subjectif du jeu. » Citation. Parce qu'elle ne cesse de se dérober à la fin sexuelle vers laquelle son jeu se trouve orienté, et parce que cette dérobade fait partie des conditions même de la jouissance de ce jeu, la coquette constitue l'incarnation humaine, corporelle de l'art achevé. Tout art est dérobade. Telle était, selon Simmel, la maxime que la rencontre avec une coquette permettait d'expérimenter dans sa chair. Tout art est séduction, refus, dilution. Tout art est coquetterie. Et donc, de manière inverse, toute coquetterie est art. C'est-à-dire que tout art est tease, tout art est agacement. L'extension du domaine du tease, dans le striptease des années 1950, dépassa toutefois le domaine limité de l'esthétique, ou même celui plus impalpable de la sexualité, de la séduction et du désir, pour envahir celui de la vie quotidienne. Comme l'avait noté Barthes dans son réquisitoire ironique contre le striptease professionnel, le succès public de l'art de l'agacement en avait fait une pratique susceptible d'enseignement, et donc aussi d'école, d'évaluation, de concours et de prix. À Paris, l'an 1955, année de la publication de son article, de l'instauration de l'Académie du striptease et de l'intronisation de celui-ci au rang de 9e art, fut aussi l'année de l'élection de la première reine du striptease, du premier festival permanent du striptease et surtout de la première compétition de stripteaseuses amateurs. Celle-ci fut organisée par le comité Miss France au Robinson Moulin Rouge et offrait aux inscrites et aux lauréates un vaste éventail de prix allant pour la gagnante jusqu'à un chèque d'1 million de francs, chèque qui ne fut jamais honoré. Barthes avait-il assisté à ce concours ou bien un autre? Disons qu'il en avait au moins entendu parler, puisqu'il avait décidé d'instaurer le concours amateur en contrepoison à ce qu'il considérait comme la coquetterie des spectacles de striptease professionnels organisés par les grands cabarets de Paris. Par un paradoxe supplémentaire, l'histoire lui donna raison. Dès le début des années 1960, les concours de striptease amateurs furent interdits par les autorités françaises, sauf dérogation spéciale en cas de représentation privée, dernier lait, de la doctrine de la pudeur publique élaborée à la fin du XIXe siècle à partir de l'article 330 du Code pénal. Mais Barthes considérait aussi que, malgré la chance qu'il offrait de pouvoir faire l'expérience du désir au milieu de son annulation par l'art, le concours de striptease amateur constituait un mode de domestication de cette expérience, réduite à un passe-temps petit bourgeois, sans importance et sans danger. Peut-être les autorités redoutaient-elles que cette domestication ne fut pas assez forte et que subsistât au cœur de l'embourgeoisement qui était son but inavoué quelque chose comme une dernière étincelle de vie érotique, un dernier agacement sexuel. Car le problème de l'agacement est son caractère contagieux. Le tease réclame une réaction. Le tease est un stimulus dont on connaît le point de départ mais jamais le point d'arrivée. Il est une sorte de premier véhicule mettant le monde en branle en direction de l'excitation, une excitation toujours susceptible de se propager. Or, il n'est rien que les autorités redoutent davantage que la contagion de l'excitation
et sa métamorphose en des formes toujours nouvelles. Il n'est rien qu'il redoute davantage que le déséquilibre de l'être que l'excitation provoque, l'envie de dérailler, de quitter les sentiers tracés par elle à notre place qu'elle suscite. L'histoire du striptease, après la Seconde Guerre mondiale, fut l'histoire d'une contradiction. La contradiction qu'il y avait à voir un art se déployer dans un même mouvement écartelé en direction de l'euphémisation et en direction de la pornographie. Si l'entreprise de Bernardin représentait un des termes possibles de cet écartèlement, le mouvement topless, lancé à San Francisco et sans le vouloir par Carole Doda, en représentait l'autre, c'est-à-dire la voie vers une unité toujours plus soulignée, toujours davantage mise en scène. Peut-être d'ailleurs était sur ce point que la contradiction se résolvait, dans le fait que la monstration toujours plus totale des corps finissait dans l'artificialité d'une mise en scène par rejoindre leur voilement le plus sophistiqué. Pendant les années 1970, l'installation progressive de la Snorting Pole, venue des carnival shows itinérants vers les petites scènes des bars à Go-Go Girls, offrit un précieux indice à l'appui de cette hypothèse. Le striptease n'était pas qu'une question de corps, c'était d'abord une question d'espace. La pole de la pole dance, tout comme jadis la rampe des frères Minsky, offrait de nouvelles possibilités d'exploration de la géométrie de la dénudation. Une dimension de verticalité qui jusqu'alors avait manqué au spectacle de striptease. Certes, il était possible d'interpréter ces verticalités comme celles d'un sexe d'homme dressé par l'excitation, comme le substitut ou le représentant du phallus, soulignant une fois de plus combien ce n'était pas avec votre sexe que la stripteaseuse jouait. Mais il était aussi possible de la considérer, cette pole, de manière littérale, comme la matérialisation scénique de l'orientation transcendantale du striptease, du statut presque extramondain que jusqu'au moment de plus grande proximité avec ses spectateurs, il continuait à conserver. Du reste, la dernière évolution que connut le striptease en direction de sa pornographisation confirma encore cette déhiscence entre le spectacle et son monde. Évolution par laquelle le strip finit par se dissocier du tease et par connaître une vie autonome. Au début des années 1990, de nombreuses performances de striptease prirent la forme de table dance, danse sur la table du client, puis de lap dance, danse sur les genoux du client, poursuivant jusqu'à l'extrême limite le rapprochement entre la stripteaseuse et ses spectateurs, devenus désormais son spectateur. Au strip, réalisé sur scène pour le bénéfice de l'ensemble de la salle, succédait un tease à destination du client qui en passait commande. Tease personnalisé et réalisé au plus près possible de sa personne, quoique sous réserve d'un tabou de contact absolu. Dans le lap dance, l'agacement, même s'il opérait au plus près, marquait combien l'inframince de la distance subsistante entre la stripteaseuse et le spectateur constituait plus que jamais un abîme infranchissable, l'abîme séparant le monde terrestre de l'excitation, du monde divin des fantasmes qui le nourrissaient. Au début des années 2000, le striptease avait perdu tout prestige, entre autres à cause de son rapprochement toujours plus grand via le topless, la pole dance, la table dance et la lap dance avec l'esthétique explicite du cinéma pornographique. Tout comme le cinéma n'avait conservé pour seul poil que celui de l'inframince qu'est l'écran, le striptease n'avait conservé que l'impératif catégorique implacable que la sagesse populaire a résumé par la maxime « regarder, pas toucher ». C'était le regard lui-même qui constituait désormais le dernier voile. C'était le regard qui était le point aveugle invisible du spectacle de striptease intégralement pornographié. C'était lui qui faisait que plus les spectateurs regardaient, moins ils voyaient. Lorsque Giorgio Agamben, dans un chapitre de nudité en 2009, soutint que le striptease était l'impossibilité de la nudité, il touchait du doigt la vérité de ce qui en restait à la fin de son histoire. Quoique son intention, lorsqu'il coucha cette expression sur le papier, fut sans doute proche de celle de Barthes. La nudité, dans le striptease, n'est pas impossible à cause des artifices de mise en scène en dérobant toujours déjà le punctum, mais à cause du fait même qu'il s'agisse d'un spectacle, c'est-à-dire d'un pur exercice de regard, comme l'est toujours l'exposition de la nudité, fut-elle la plus intime, la plus fragile, la plus érotique.
La nostalgie de la nudité vraie, fragile, réelle, qu'avait exprimé Barthes Mauriac, était la nostalgie d'une authenticité impossible, l'authenticité grâce à laquelle la chair et l'œil parviendraient enfin à se réconcilier dans l'unité d'un désir qui ne serait pas truqué, qui ne serait pas artificiel. Lorsqu'en 1975, dans Les Chants symboliques et la mort, Jean Baudrillard consacra un fragment au striptease, il ne commit pas la même erreur. Il n'opposa pas sa bonne et sa mauvaise performance au striptease. Sur la base d'un critère, il y a un désir pouvant s'excepter de l'artificialité pornographique. Il le souligna au cours d'une note incidente. Le fait que le striptease soit total ou partiel n'est d'aucune importance dans la considération de ce qu'il y a à y voir et donc à y expérimenter. Ce n'est pas la dimension pornographique du striptease qui lui confère sa valeur ou sa nullité. En réalité, il n'y a pas de mauvais striptease. Tout striptease est invention d'un dispositif de mise en scène à l'intérieur de la contrainte représentée par le fait que, au bout du compte, et quoi qu'on fasse, on n'y verra rien. On n'y verra que le rien de ce qu'il y a à voir et qui est la seule chose que l'on cherche à y voir. On ne va pas voir un striptease pour voir quoi que ce soit. On ne va pas voir un striptease pour voir quoi que ce soit. On va voir un striptease que pour être aveuglé, que pour être rendu aveugle par un agacement qui n'a rien d'autre à offrir que les délices liées au fait de percevoir que l'on est agacé et l'admiration pour l'art de celle qui est à sa source. Le striptease est un dispositif d'aveuglement qui a pour unique qualité le degré d'art avec lequel il manifeste dans ses conséquences qu'il est bien un art. Le seul art possible, il n'y a d'art que du striptease. Parce que, comme le voulait Simmel, il n'y a d'art que de l'agacement. Il n'y a d'art que dans la soustraction de ce qui, dans l'art, ne relève pas du tease. Il n'y a d'art que dans la soustraction de ce qui, dans l'art, ne relève pas de la forme de l'art, tel que le tease en offre l'expérience.